Le président de la République a reçu ce jour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour préparer le prochain Conseil des ministres et l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire, Tuesday Kayode, venu témoigner de la reconnaissance du président du Nigeria pour l'accueil qui lui a été réservé lors de sa dernière visite en Côte d'Ivoire. Afoussiata Bamalamine, ministre de la Communication, promet d'aider les radios à se développer à l'occasion de la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la radio célébrée ce jeudi au Plateau. Au Mali, le Tchad est décidé à poursuivre les combats contre les djihadistes dans le nord du pays. Les soldats tchadiens aident depuis plusieurs semaines l'armée française à lutter contre les terroristes dans le désert. Enfin, en sport football, les éliminatoires du Mondial 2014 s'ouvrent ce samedi. La Côte d'Ivoire sera face à la Gambie au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonsoir à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur RTI 1. Ce jeudi, au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement. Ils ont préparé le conseil des ministres prévu pour demain. Ensuite, le chef de l'État a reçu toujours au palais l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire, Tuesday Kayode. Le diplomate a exprimé la reconnaissance du président nigérien Goodluck Jonathan au président Alassane Ouattara pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de sa dernière visite en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. Le Nigeria, très reconnaissant envers la Côte d'Ivoire suite à la visite officielle effectuée récemment en terre ivoirienne par le président nigérien Goodluck Jonathan. Cette reconnaissance, Abuja a tenu à l'exprimer de vive voix au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est donc tout le sens de cette visite rendue ce jeudi 21 mars 2013 au chef de l'État par l'ambassadeur nigérien auprès de la République de Côte d'Ivoire. Je suis venu saluer le président, surtout pour le remercier pour la visite d'État que le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Goodluck Jonathan, a effectuée en Côte d'Ivoire tout récemment. Et aussi pour échanger un peu sur les accords qui ont été signés pendant la visite. Juste après l'audience accordée au diplomate nigérien, le président Alassane Ouattara a reçu en tête-à-tête le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Un entretien en prélude au Conseil des ministres prévu ce vendredi 22 mars 2013. Le Premier ministre a dû faire le point de cette réunion en vue des préparatifs du Conseil. Entendez le Conseil du gouvernement qu'il a présidé à la primature juste avant cette rencontre avec le président de la République. En bref, aujourd'hui, la rencontre des experts économistes africains sur l'industrialisation au service de l'émergence de l'Afrique s'est ouverte à Abidjan. Il s'agit de la 6e réunion conjointe de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Ce jeudi, la Banque ouest-africaine de développement, BOD, a tenu à Abidjan la réunion de son conseil d'administration. C'était en présence de Christian Adolevandé, président de la BOAD. Plusieurs projets ont été approuvés au cours de cette réunion, notamment la proposition de prêt d'un montant de 13 milliards de francs CFA pour le financement de projets d'aménagement et de bitumage de la route Bouna-Doropo à la frontière ivoiro-burkinabé et surtout un prêt de 25 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet de renforcement des ouvrages du réseau de transport et de la distribution d'énergie en Côte d'Ivoire. Au total, les 8 pays de l'UEMOA, la BOAD intervient dans 12 projets pour l'année 2012-2013. Demain, vous aurez un reportage complet sur cette information avec Jean-Jacques Kwame Ala. Hier, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques et le ministre marocain de la Pêche et de l'Agriculture ont effectué une visite de terrain, une activité pratique qui permet aux deux hommes d'envisager les conditions de mise en œuvre des accords de partenariat en matière de pêche. Et vous le savez, ces accords ont été signés récemment lors de la visite du roi du Maroc en Côte d'Ivoire. Hugues Eviblé. Première escale sur le terrain des ministres ivoiriens et marocains à Bobo Doumé.
Ici sont installées des femmes qui revendent les produits de pêche artisanale. La pêche artisanale aujourd'hui ne touche que la partie la plus vulnérable de la population. Et penser à cette population-là aujourd'hui, ce serait vraiment toucher le cœur de la population ivoirienne. Nous sommes près de 1500 personnes sur le site. Un accord de partenariat dans le domaine de la pêche lie le Maroc et la Côte d'Ivoire, signé mardi à Abidjan en présence du président de la République et de Sa Majesté le roi du Maroc. Il permet de répondre favorablement aux préoccupations que connaît le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire. Cette information, le ministre de la Pêche et de l'Agriculture du Maroc et le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire l'ont porté à leurs hôtes. Nous avons décidé de commencer à mettre en application ces accords-là. Et Sa Majesté a donné des instructions fermes à son ministre pour que ce site soit visité afin que lui-même vienne nous aider à bâtir un certain nombre d'installations. On a construit 22 villages de pêche au Maroc et on va essayer de regarder comment nous allons construire ensemble ce village de pêche qui va comprendre des unités de glace, une halle de poissons et bien sûr, je dirais, des locaux sociaux pour les marins. Deuxième escale des ministres ivoiriens et marocains, la station d'alevinage de Jacquesville. Capacité de production du centre récemment réhabilité, des millions de mâchoirons. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche du Maroc a pris connaissance des préoccupations du centre qui a besoin d'être soutenu, tout comme de façon générale le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire. Production annuelle de ce secteur, 45 à 50 000 tonnes, a comblé un gap de 450 000 tonnes. Et justement, le bac de Jacquesville a connu hier une panne qui a mis en difficulté tous ses usagers. C'est le moyen de transport le plus utilisé par les populations pour se rendre dans la commune. Hugues Hervé a connu une traversée des plus périlleuses des eaux de Jacquesville. Il nous en parle. Difficile l'après-midi du mercredi 20 mars l'a été pour les usagers du bac de Jacquesville. Le bac en panne, toute traversée était improbable. On a vraiment besoin de voyager en toute sérénité pour les commerçants, pour les fonctionnaires, pour tout le monde. Il faut que le pont soit fait. Le salut des usagers est venu des pinasses et autres embarcations à moteur. Pas d'autre solution pour qui voulait rejoindre l'autre rive, obligés pour la plupart d'abandonner sur place leurs véhicules, quitte à les retrouver une fois le bac en mesure de fonctionner. Au nombre des victimes du bac de Jacquesville, un cortège d'officiels ivoiriens et marocains évacués par hors-bord. Aux dernières nouvelles, le bac a repris son fonctionnement, mais pour combien de temps, se demandent inquiets ses usagers. Toujours en économie, l'État ivoirien a décidé de mettre de l'ordre dans le secteur des microfinances, un secteur marqué par la corruption. Les détails avec Eman Niamien. Viviane Afoué est commerçante. Elle a bénéficié d'un prêt d'une structure de microfinance. Grâce à ce prêt, elle a pu agrandir son commerce et aujourd'hui, son activité se porte bien. J'ai demandé 1,5 million, ils m'ont donné 1,2 million. Bon, il me reste peut-être 500 000 francs ou 600 000 francs payés. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore de problème avec eux. Mais cette chance, d'autres personnes ne l'ont pas eue. Elles trouvent les conditions d'octroi des prêts trop complexes. On donne un temps court pour rembourser. On vous donne le prêt, un mois après on vous réclame, commencez à payer avec un taux élevé. Donc à la fin c'est comme si tu travailles pour celui qui t'a prêté de l'argent. Donc franchement tu ne gagnes rien. Les grandes banques aussi refusent. D'autres par contre qui ont bien voulu s'aventurer disent avoir été victimes d'arnaques. Avec les microfinances, ce qui ne m'a pas plu, les femmes sont venues, les gens d'abord sont venus de dire on s'est inscrit et maintenant on a eu nos carnets de banque. Maintenant, on devait investir de l'argent dedans. Et après cet argent, ils vont nous donner des prêts. Maintenant, moi aussi, j'ai fait ce cas. Maintenant, combien de fois, 4 fois, 5 fois comme ça, je m'en vais, la banque est fermée. Je n'ai plus retrouvé des gens jusqu'à aujourd'hui. Bon, je ne voulais plus ça. Encore deuxième fois, ils sont venus, d'autres groupes disent qu'on n'est pas les mêmes. Encore, j'ai fait encore les mêmes. Présentement, les carnets se trouvent avec moi à la maison. Donc vraiment, je déteste ça beaucoup maintenant. C'est pour faire face à cette difficulté que le gouvernement a décidé de mettre en place des règles. Il s'agit d'élargir l'accès aux services financiers, pas seulement le crédit, mais tout ce qui existe comme service financier. Il s'agit d'adapter justement l'offre qui sera faite aux réels besoins de la population.
La microfinance concerne 1 million de personnes en Côte d'Ivoire et pèse près de 90 milliards de francs CFA de ressources mobilisées. Et maintenant, je vous emmène à Dimokro, dans l'usine de textile Utexi, implantée dans la région. Que devient cette usine, perçue comme le poumon de l'économie de la région? Utexi est fermée depuis plus de 10 ans. Depuis, un opérateur économique a repris cette société et prévoit sa réouverture prochaine. Mais à quand cette réouverture et quel est l'état des lieux actuels de ce complexe industriel? Léon Brou nous donne des réponses dans ce dossier. De retour de son champ, Victor s'assure de la bonne santé de sa famille et retrouve des ex-collègues pour une partie de causerie. La soixantaine révolue, c'est ainsi que ces anciens travailleurs de l'Utexi passent le temps depuis la fermeture en 2002 de l'usine de textile de Dimbokro. Pour eux, une seule satisfaction, celle d'avoir acquis une maison pendant les beaux jours de leur société. La vie était dure dans la mesure où on te licencie sans argent. Il y a les enfants qui vont à l'école. Il faut assurer leur scolarité. Il faut toi-même payer tes factures d'eau et de courant. Après cela, je n'ai pas pu scolariser tous mes enfants. Donc j'étais obligé de les mettre dans le métier. La fermeture de l'Utexi, les anciens travailleurs n'en paieront pas seuls le lourd tribut. Les populations de la région du Nzi en général en ont fait les frais. Normal, car le complexe industriel de Dimbokro constituait le poumon de l'économie régionale. Au moment où l'Utexi marchait, vraiment, tout marchait à Dimbokro. Parce que nos maris travaillaient là-bas, ils pouvaient scolariser les enfants. Mais depuis que l'Utexi a été fermé, il y a des enfants même qui ne vont plus à l'école. Il y a des femmes même qui ont divorcé leur mari. Parce qu'ils n'avaient plus les moyens pour s'occuper de la famille. Il y a des femmes qui sont parties du foyer et les enfants sont restés. C'est par rapport à la fermeture de l'usine qu'il y a des saisons de vol et des saisons d'attaque et puis ça crée beaucoup de désagréments. C'est pas bon. Depuis l'annonce de l'éventuelle réouverture de l'Utexi, l'espoir renaît à Dimbokro. Si on apprend que la réouverture de l'usine à Dimbokro sera effective, bon, ça nous fait droit au cœur. C'est le souhait de tout un chacun. Si elle rouvre effectivement, l'usine de textile de Dimbokro pourrait employer 1500 personnes contre 1050 auparavant et donnerait ainsi un second souffle à la région. Si nous considérons que par ouvrier, il y a au moins 10 éléments de famille au plan social, il va avoir une véritable renaissance, il va avoir un reconfort et le taux de pauvreté va donc être réduit. Si Utexi tourne, c'est environ un chiffre d'affaires de autour de 150 milliards par an. 150 milliards, il ne faut pas voir seulement Utexi, mais il faut voir toutes les activités annexes qui sont associées à ça. Ça veut dire le ferronnier qui va pouvoir faire son activité, les maquis qui vont tourner, les prix des maisons qui vont augmenter avec ces 1000 et quelques personnes, l'impôt que l'État pourra prélever sur l'ensemble de ça, les banques qui verront des ressources financières venues de l'extérieur pour appuyer notre système financier, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. À quand le début des activités de l'Utexi, déjà réhabilité à 85% selon l'acquéreur au moment de ce reportage? Interrogation des populations, réponse du promoteur. Au niveau de la filature, nous avons pratiquement terminé la réhabilitation. Il ne nous reste plus qu'à réhabiliter le poste de livraison. Nous pensons qu'incessamment, on aura l'électricité ici. Dans un délai de 2 semaines, on sera techniquement prêt pour la réouverture de l'usine. L'espoir est donc permis pour les populations de la région du Nzi, notamment les jeunes et les licenciés de l'Utexi. En plus de la disponibilité des infrastructures pour la relance des activités de l'usine de textile, le promoteur a pu s'assurer de débouchés pour l'écoulement des produits et assainir les comptes de l'entreprise.
Célébrée en principe chaque 13 février, la journée mondiale de la radio a été commémorée en Côte d'Ivoire ce jeudi au plateau. C'est la deuxième édition du genre avec pour thème la radio partenaire du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Le ministre de la Communication promet d'aider les radios à se développer et c'était en présence du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable et de plusieurs personnalités du monde de la communication. Média de masse, la radio reste le canal d'information le plus accessible. Plus de 140 radios émettent sur le territoire national. Mais les attentes des populations restent encore nombreuses. Hormis les informations que nous avons sur le plan politique et social, on ne parle pas trop du vécu de la population en fait. J'aime pas trop la qualité de l'information qu'on nous donne. J'aimerais plutôt savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur du pays. Une radio plus proche du quotidien des Ivoiriens, c'est justement la nouvelle vision des autorités, a affirmé Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, célébrée pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement promet apporter son appui pour l'épanouissement des radios. Le gouvernement, pour sa part, reste conscient que pour accomplir une telle mission de service public, il vous faut vous doter de moyens technologiques de pointe, assurer votre formation tout en créant un cadre de travail meilleur. La directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali Silué, appelle à la mobilisation et au soutien en faveur de la radio. Aujourd'hui, je souhaiterais que nos autorités puissent accorder quand même une importance à la radio parce qu'elle va très loin et elle est accessible à tout le monde. La radio partenaire du développement durable et de la lutte contre la pauvreté est le thème retenu cette année par la Côte d'Ivoire. En charge du développement durable, le ministre Alakwa Doremi a co-présidé la célébration officielle et son appui est très attendu car les difficultés des radios sont énormes au niveau de la formation des agents et du financement technique selon Karamoko Bamba, le président de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Cette information, en bref, le 8 mars dernier, le monde entier célébrait la journée de la femme en Côte d'Ivoire en raison des contraintes de programme. La célébration officielle de la journée internationale de la femme a eu lieu ce jeudi à Touba. C'est dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire en présence de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et de plusieurs autres personnalités. Et puisqu'on parle de femmes, 9 femmes battantes ont été distinguées à l'Étagona, ce salon international de la femme, édition 2013. 2 jours d'exposition et de conférences ont été organisés en prélude à cette cérémonie pour célébrer le savoir-faire des femmes de toutes les couches sociales et échanger les expériences pour mieux lutter contre la pauvreté dans le milieu des femmes. Les ministres Kabaniale et Anne-Désirée Ouloto étaient présentes à la cérémonie de distinction. Fatou Fofana et Maniamia. C'est sur cette ambiance de fête que 9 femmes ont été distinguées lors de l'édition 2013 de l'Étagona, le salon international de la femme battante. Au centre de cette 4e édition, 2 jours d'exposition et de conférences, les femmes ont été informées et sensibilisées sur le cancer du col de l'utérus et sur la législation ivoirienne en matière de violences faites aux femmes. Les ministres Anne-Désirée Ouloto, marraine, et Nialé Kaba, présidente de la cérémonie, ont invité les femmes à être persévérantes dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. Ce qui est important, c'est que quoi que nous fassions, nous puissions le faire avec foi, avec rigueur, avec persévérance. C'est à ce prix que nous allons conquérir de plus en plus d'espace dans notre société. Pour Patricia Kalou, initiatrice de l'Étagona, il est question de reconnaître le mérite des femmes d'exception. Elle pense d'ores et déjà à orienter l'édition 2014 vers des actions de portée sociale. Avec Fatou Fofana, nous parlons maintenant des femmes Atchan. Elles sont issues des 60 villages d'Abidjan et aspirent à être autonomes. Désormais, elles vont travailler le manioc pour mettre en exergue tous les dérivés et développer d'autres activités génératrices de revenus. Pour réussir leur mission, elles mettent sur pied une mutuelle de développement économique, social et culturel des femmes Atchan du district autonome d'Abidjan. Réunies en mutuelle de développement économique, social et culturel du district autonome d'Abidjan, les femmes Atchan veulent désormais se prendre en charge. Elles décident donc de développer des activités durables génératrices de revenus. Dans un premier temps, c'est d'organiser les femmes Atchan parce qu'elles vivent
en secteur d'activité qui ne sont pas compétitifs. Nous voulons faire de telle sorte que les femmes à Tchon soient ensemble afin que leurs activités soient régénératrices de revenus pour elles en plein temps. Il y a la tchéké, il y a d'autres dérivés du manioc, mais ce n'est pas connu. Nous voulons les emmener à aller à une échelle un peu plus élevée, voire même industrialiser de façon correcte le manioc afin qu'elles puissent se sentir à l'aise. Le représentant du ministre Amadou Soumaoro a exhorté les femmes à travailler dans l'union. Le porte-parole du Rassemblement des Républicains, Carton Awa Koulibaly, a exhorté les femmes à réellement s'impliquer dans les activités de la mutuelle afin de sortir définitivement de la pauvreté. La mutuelle de développement économique, social et culturel des femmes Atchan du district autonome a vu le jour le 17 novembre 2011. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie célébrée hier, les enfants de l'école Espoir des mamans ont rendu hommage au professeur Poté Zadizaourou, écrivain, dramaturge, poète et maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, disparu il y a tout juste un an. Beckett Aliko, Maïsako. 20 mars 2012, 20 mars 2013. Cela fait un an que le maître du Didiga Zadizaourou nous a quittés. Ce premier anniversaire n'est pas passé sous silence. Les enfants de l'école Espoir des mamans lui rendent un hommage à travers une conférence retraçant sa vie, sa vision et son combat pour l'Afrique. Poté Zadizaourou est un grand homme de culture. Sa plus grande vision consiste à libérer le peuple africain encore sous l'influence exagérée de la culture occidentale. Le professeur a combattu pour l'instauration des langues africaines dans les programmes scolaires. Il nous a dit de respecter les aînés et l'importance des études. À travers cet hommage, les initiateurs entendent répondre à un désir commun, celui de l'épanouissement des enfants à travers la culture. Juste pour mener les enfants à aimer la lecture d'abord, à faire des recherches, les emmener à aimer les œuvres africaines. Plusieurs activités ont marqué la cérémonie, notamment des prestations artistiques et culturelles, des poèmes, des projections des dernières images du professeur et des expositions de ses œuvres. C'est un grand coup de filet que vient d'opérer la police des stupéfiants et des drogues. Elle vient de saisir 975 kg de cannabis et 1,5 tonnes de produits pharmaceutiques. La saisie a eu lieu au corridor de Port-Boué et dans une cour dans la commune d'Abobo. Les trafiquants ont été également appréhendés. Cette prise a été possible grâce à des coups de fil anonymes. Selon le commissaire principal Mamadou Bemba, sous-directeur chargé des enquêtes à la direction de la police des stupéfiants et des drogues, les quantités de drogue et de produits pharmaceutiques saisis au corridor de Port-Boué provenaient d'Adiaké. Les trafiquants de nationalité ghanéenne, ivoirienne, burkinabé et guinéenne seront tous traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. En Côte d'Ivoire, 1 million de personnes sont atteintes de diabète. 1000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. Un appui au gouvernement, la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire participe à la prise en charge médicale des malades les plus vulnérables. Fatou Fofana a rencontré l'un d'entre eux. Alassane Traoré a 21 ans. Il est atteint de diabète depuis 9 ans et vit sous insuline. Ce traitement quotidien coûte cher à sa mère qui est seule à s'occuper de lui grâce à un petit commerce. Je veux qu'on diminue encore les médicaments, pas toujours l'argent pour qu'on soit payé les médicaments. Donc je veux qu'on diminue un peu encore. Pour supporter le coût de son traitement, Alassane bénéficie depuis 4 ans du soutien de la NATSI, la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire. Elle compte à ce jour 4131 diabétiques. Elle leur vient en aide pour acquérir les médicaments à moindre coût et surtout pour un soutien moral. Pour le président de cette association, le diabète n'est pas une fatalité. On peut vivre longtemps avec le diabète. J'ai 40 ans aujourd'hui. Ça fait 26 ans que je suis à la piqûre. En Côte d'Ivoire, 1 million de personnes sont atteintes de diabète avec 1000 nouveaux cas dépistés chaque année. L'État contribue à la prise en charge de la maladie en subventionnant les médicaments. Si une boîte d'insuline est vendue en pharmacie à 17 000 francs CFA, le centre antidiabétique d'Abidjan, financé par le ministère de la Santé, en fournit à 3 500 francs.
Une meilleure prévention des risques des accidents et des maladies professionnelles, c'est ce que visent les premiers états généraux des structures de prévention des organismes nationaux de sécurité sociale. Des réflexions menées à Grand-Bassam vont durer 5 jours. Elles permettront d'établir des bases harmonisées de travail, de créer une véritable synergie d'action. Il s'agit ainsi de faire face aux fléaux que représentent les accidents de travail et les maladies professionnelles. Un rapport récent de l'Organisation internationale du travail publiait que chaque année, dans le monde, 270 millions de salariés sont victimes d'accidents du travail et 160 millions contractent des maladies professionnelles. L'étude révèle que le nombre de travailleurs morts dans l'exercice de leur métier dépasse par an les 2 millions. Et chaque jour de travail, notamment les conditions dans lesquelles il est fait, tue au moins 5000 personnes. Nous parlons maintenant de réconciliation. Autre sujet donc, donner la priorité aux victimes, écouter les populations partout en Côte d'Ivoire. C'est la mission confiée aux comités locaux de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Les comités ont été installés par Charles Konan Bani, président de l'institution. Après cette étape, la commission procédera au lancement des auditions et des enquêtes. Le point avec Fatou Fofana. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR se rapproche des populations. Elle vient d'investir des commissions locales dans les chefs-lieux de région, Agboville, Adzopé, Aboisso, Dabou et San Pedro. Les différents responsables locaux ont reçu la charte de l'institution, une boussole pour mener à bien leur mission. Ils se sont engagés à la remplir et à être plus près des populations. Et que Dieu me donne la force aussi pour que les gens n'aient qu'à comprendre. Sans la réconciliation, rien ne peut aboutir à quelque chose. Si la CDVR fait le tour des régions, je crois que c'est une très bonne chose. Ça peut nous ramener la réconciliation. Le président de la CDVR a demandé l'implication de tous afin de faire de nos différences et diversités une richesse et un facteur de cohésion sociale. Parler avec l'autre, reconnaître que l'autre a une opinion, échanger. Ne pas d'emblée l'exclure, ne pas d'emblée croire que son opinion est la seule. Nous avons plus de 60 ethnies. Nous devons utiliser cette diversité comme une force, comme une richesse. L'étape de Gagnoa a marqué la fin des installations de comités locaux de la CDVR. Au total, ce sont 36 commissions qui ont été investies du 25 février au 12 mars. Bientôt, ce sera le top départ. Des enquêtes et des auditions auront lieu sur tout le territoire ivoirien et dans les pays où se sont réfugiées les populations. L'actualité africaine est marquée par la détermination des autorités tchadiennes à poursuivre leur mission dans le nord du Mali. Aux côtés de l'armée française dans le nord du pays, les soldats tchadiens apportent une aide importante quant à leur expérience à combattre dans le désert. Reportage. Sur le terrain malien, les forces tchadiennes ont été les premières à s'engager aux côtés des militaires français pour mettre un terme à la menace terroriste. De passage à Paris, le ministre tchadien des Affaires étrangères qui a rencontré son homologue français confirme qu'il reste encore du travail. L'opération conjointe armée tchadienne-armée française a fait un travail important dans les IFORAS. Elle est en train de faire du ratissage. Je crois que plus de 70% du travail est fait. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que nous avons un adversaire particulier sur un théâtre particulier et donc il faut être prudent. Dans ce massif, à l'extrême nord-est du Mali, le ratissage est systématique dans un environnement difficile et contre des adversaires prêts à tout. Le danger ici se cache dans ces rocailles d'où il faut extirper chaque djihadiste. Des combats durs qui ont déjà coûté la vie à une trentaine de militaires tchadiens. Les Tchadiens sont fiers des faits d'armes de leur armée. Il y a une totale unanimité sur l'envoi de ces forces au Mali. Et donc l'opinion tchadienne, malgré les pertes, est consciente que ces hommes ne sont pas perdus pour rien. Pour les autorités tchadiennes, la menace djihadiste dans un cadre régional particulièrement instable est réelle. Un constat que le chef de l'État a rappelé à la télévision nationale. La menace djihadiste existe ici au Tchad.
existe avant que nous envoyions nos forces au Mali. Les cellules dormantes des djihadistes existent bel et bien avant notre engagement au Mali, au Tchad, et existent aussi ailleurs. Alors que le retrait des troupes françaises devrait commencer fin avril, les Tchadiens appellent, eux, à un déploiement rapide et total des autres forces africaines prévues dans le cadre de la mission de stabilisation mandatée par l'ONU. D'ici là, il faut tenir le terrain. On termine en sport football avec les éliminatoires du Mondial 2014 qui s'ouvrent ce samedi. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire sera face à la Gambie au stade Félix Houphouët-Boigny. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu leur premier entraînement Ange Assoukro. Pour la traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse avant le match, la FIF a ouvert l'entraînement à la presse et surtout au public. C'est déjà bon de pouvoir venir soutenir nos joueurs à l'entraînement d'abord et puis les encourager à poursuivre. Les joueurs s'entraînent avec beaucoup d'abnégation pour rebondir après la débâcle de la CAN 2013. On a eu un échec, donc si l'échec nous sert des leçons, ce n'est plus un échec. Donc voilà, il y a un groupe qui s'est reconstruit avec 9 nouveaux joueurs. Donc le coach a parlé des anciens et les nouveaux joueurs. Et franchement, tout va très bien, c'est bien entraîné. Quelques nouveaux joueurs ont fait leur apparition dans l'effectif. Ils se disent bien intégrés. Ils m'ont bien accueilli. Je pense que cette occasion me permettra aussi de saisir une place aussi. Pour Sabri Lamouchi, tous les joueurs sélectionnés ont une chance d'être alignés. On est 27, il va falloir faire des choix. Et comme d'habitude, j'assumerai ces choix pour essayer de mettre la meilleure équipe possible, la plus compétitive. Les joueurs semblent donc prêts pour le match contre la Gambie, en dehors d'une petite alerte pour Kopa Barry et Max Gradel qui sont encore incertains. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.